cette conférence. Donc on a à peu près 1h30 devant nous, 1h45, pour faire cette conférence qui est organisée par les deux assos étudiantes, les alternatives et les abeilles, dans laquelle on va parler de disparition des abeilles. Donc enjeu majeur pour ce qui est de l'association Les Abeilles, enjeu majeur du moment, parce que on se rend compte en regardant les chiffres de production que la production de miel en France a été divisée par 4 en 18 ans, donc entre 1996 et 2014, alors qu'on arrivait à améliorer nos processus d'élevage d'abeilles. Et en même temps, enjeu environnemental et agricole en général, pour le rôle de pollinisateur que remplit l'abeille. Donc si on regarde un peu des chiffres encore, l'INRA et le CNRS ont fait un petit calcul. Le poids des insectes pollinisateurs dans le monde, le poids économique, c'est 153 milliards d'euros par an. Donc voilà, ça représente une masse énorme de travail effectué par l'abeille et aussi par les autres insectes pollinisateurs. Et donc cette disparition qui est en train de se passer et qui potentiellement s'accélère implique énormément de choses sur l'agriculture mondiale. Du coup, pendant cette conférence, on a 3 intervenants qui seront là pour nous parler de ce sujet. Donc pour nous dire un peu comment on en est arrivé là, quels sont les facteurs qui sont liés à la disparition des abeilles dans le monde aujourd'hui, et quels sont les moyens utilisés pour y faire face. Voilà. Alors du coup, on va pouvoir commencer par Monsieur Luc Belzins, qui est chercheur à l'INRA, au département de toxicologie environnementale d'Avignon, le laboratoire de toxicologie environnementale d'Avignon, qui nous parlera des liens entre les abeilles et les insecticides. Voilà, donc ce sera une petite intervention de 1 demi-heure, 40 minutes pour commencer. Après, on enchaînera avec Fabien Monsergent, qui est donc apiculteur à la Pouez, et Yves Baleine, qui est apiculteur à la retraite. Et donc, tous les deux qui pourront nous parler de leurs expériences sur le terrain, comment ils ont vu un peu le désastre arriver et comment ils font pour lutter au jour le jour face au fléau des abeilles. Voilà, donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer avec M. Luc Belzins. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité ce soir pour cette conférence. Alors donc je vais vous parler des actions, des interactions de type toxicopathologique, c'est-à-dire entre des toxiques et des agents pathogènes, pour essayer de voir si elles peuvent contribuer au déclin des abeilles. Alors on va s'intéresser, comme vous voyez ici, aux interactions qu'on appelle à bas bruit, c'est-à-dire quand on a l'impression que le toxique ne fait rien, que le pathogène ne fait rien, qu'est-ce qui se produit lorsque les deux sont associés? Alors tout d'abord, on va revenir vite fait sur les abeilles. Donc on sait que dans le monde, on a plus de 20 000 espèces d'abeilles, donc des abeilles sociales, des abeilles solitaires. Et qu'en Europe, on a à peu près 2500 abeilles, à peu près 1 millier en France. Donc, là, on disait que les abeilles participaient, étaient responsables de la pollinisation de 80% des plantes. C'est pas tout à fait vrai. Sur les plantes, il y a 80% des plantes qui sont en pollinisation autorophile, et la part de l'abeille dans cette pollinisation est absolument inconnue. On ne sait pas du tout combien l'abeille, quel est le poids qu'elle apporte à cette pollinisation de 80% des plantes. Bon, on sait qu'elle paraît assez importante et non négligeable, puisqu'il y a quand même quelques études qui montrent aussi qu'au niveau européen, au niveau international, on arrive un petit peu à mieux à cerner ce poids des abeilles. Mais enfin, la part globale, on ne la connaît pas bien. Alors on a constaté un déclin constant depuis plus de 30 ans, et il a été décrit depuis plus de 15 ans. Donc contrairement à ce qu'on dit, il n'apparaît pas depuis plus de 15 ans, il a commencé à être décrit depuis une quinzaine d'années. Et ce qu'on voit, c'est que ce déclin il est concomitant ici avec la modernisation de l'agriculture et de l'industrialisation. Alors bien sûr, ça crée des impacts agro-environnementaux, notamment parce que d'abord vous avez la filière apicole qui est une filière agricole. Cette filière apicole qui subit de plein fouet donc, le déclin des abeilles, avec une baisse des rendements, une réduction du cheptel et une obligation de régénérer en permanence le cheptel. Donc, ce qui rapporte aussi un surcroît de travail, et pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et ensuite, derrière, vous avez des attentes sociétales. Pourquoi? Parce qu'au niveau socio-économique, réglementaire, environnemental, on a des impacts à la fois sur la biodiversité, à la fois donc sur la profession agricole, et de savoir est-ce que ce déclin va participer au déclin de la biodiversité en général. Et là, peut-être qu'il faudrait s'affoler. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous avez un déclin dans les populations d'abeilles, donc qui sont des pollinisateurs, vous allez automatiquement avoir un déclin dans la biodiversité, donc des plantes qui sont pollinisées par ces pollinisateurs.
Le problème, c'est que si les plantes qui sont pollinisées déclinent aussi, eh bien, vous allez avoir des sources de nourriture qui vont se raréfier, et ça va occasionner, en contrepartie, un autre déclin des populations. Et on peut avoir un déclin ping-pong comme ça, une population végétale affaiblissant la population d'insectes, et ensuite, ainsi de suite, et ce déclin eh bien, peut s'accentuer. Le tout est de savoir, est-ce qu'on va avoir une baisse, on va dire, progressive de chacune des populations, enfin, des peuplements, on va dire, de côté végétal, un peuplement végétal et de l'autre côté peuplement d'abeilles, des déclins progressifs, ou alors est-ce qu'on va avoir un palier à partir duquel tout va s'effondrer? Et là, si c'était le cas, on a des soucis à se faire. Parce que tant que c'est progressif, on peut se dire, tiens, si on s'inquiète, on va peut-être récupérer la chose. Si on a un palier à partir duquel tout s'effondre, on ne pourra plus rien récupérer. Vous savez peut-être qu'à partir d'un certain nombre d'individus, nos populations ne se régénèrent plus. Quand vous avez un certain nombre de baleines du Ménécès qui ont disparu, qui reste un très petit nombre d'individus, l'espèce ne se régénère plus. Pourquoi vous avez mortalité naturelle, les prédateurs, les maladies, tout ce que vous voulez, et l'espèce ne régénère plus, et on perd l'espèce. Et est-ce que ça va être... On va obtenir quelque chose de ce type-là. On a un palier à partir duquel eh bien, le déclin sera plus supportable soit du côté des plantes, soit du côté de l'apiculture ou des abeilles, et que tout système s'effondre. Et là, on risque d'arriver à une catastrophe au niveau mondial. Alors, vous comprenez maintenant que les attentes sociétales sont assez importantes. Alors, qu'est-ce qui participe à ce déclin des abeilles? On l'a bien décrit à partir des années 90, à part qu'on a commencé à parler de déclin des abeilles avant de fournir un seul chiffre sur le déclin des abeilles, c'est-à-dire avoir des données qui montraient vraiment comment les populations étaient en déclin. Donc les données sont venues après. Il n'y a que Bismayer qui a commencé à montrer que les pollinisateurs ont commencé à décliner. Alors dans ce déclin, il y a plusieurs causes. Alors, il y a une des causes qu'on va essayer d'éliminer rapidement, c'est l'action de l'apiculteur, donc les impacts de l'apiculture. On a des très bons chercheurs, des mauvais chercheurs, des bons médecins, des mauvais médecins, on a des bons étudiants, des mauvais étudiants. Non, mauvais étudiants, ça n'existe pas. Bon, on n'a que des bons étudiants. Mais en tout cas, on peut penser aussi qu'il y a des bons apiculteurs et des moins bons apiculteurs. Seulement, à la rigueur, ce qu'on constate, c'est que depuis plus de 40 ans maintenant, les apiculteurs sont des techniciens de mieux en mieux formés à la pratique apicole. Donc, le déclin devrait stagner, devrait diminuer, il ne devrait pas s'accentuer. Donc déjà, on sait très bien que la proportion de l'apiculture dans le déclin des abeilles paraît assez négligeable. Ensuite, on a l'urbanisation, avec la fragmentation de l'habitat, de raréfaction des ressources alimentaires. On a l'industrialisation, avec toute la génération des polluants de type anthropique, et spécialement les xénobiotiques, qui sont des molécules qui sont fabriquées par l'homme. Les influences donc, du climat, changement climatique global. Et ensuite, on a d'autres causes, comme les pesticides qui sont très connus, les maladies et les parasites. Et enfin, un dernier venu, ici, Vespa velutina, mais encore, on a aussi une mouche qui vient un peu nous énerver depuis quelques années, qui nous vient d'Italie. Alors, vous avez vu que tout ça participe au déclin des abeilles. Et du coup, on a dit, comme on a identifié en vérité plus de 70 causes possibles, on a dit le déclin est multifactoriel. Et moi, je pose la question, est-ce qu'il est multifactoriel ou multicausal? Ça veut dire quelle est la différence. Multifactoriel, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un déclin ici, vous avez tous ces facteurs ici qui rentrent en ligne de compte et qui participent au déclin. Multicausal, ça veut dire que quand vous observez un déclin, ça peut être quelquefois les pesticides, quelquefois les parasites, quelquefois les agents pathogènes, quelquefois les polluants, quelquefois plusieurs causes associées, mais pas forcément toutes les causes. Si le déclin est multifactoriel, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, on rentre tous à la maison. Pourquoi? Parce que vous avez 70 causes possibles qui interviennent à chaque fois. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est le seul moyen pour dire qu'il n'y a pas de coupable. C'est tout le monde, donc c'est pas moi. Donc, pas vu, pas pris, pas pendu. Voilà ce qui va se passer. En vérité, moi j'ai dit le déclin est multicausal, c'est-à-dire vous avez plusieurs causes possibles, et quelquefois on sait très bien que c'est les pesticides qui ont provoqué un effondrement des colonies. Quand vous avez une ruche et puis une abeille dedans, vous avez toutes les réserves en pollen et en miel qui sont pleines, et la ruche paraît en bonne santé, elle n'est pas sale, il n'y a aucune maladie qui vous décime une ruche, une colonie comme ça, en moins de 10 jours. Il n'y a aucune maladie. Donc, et déjà on a les symptômes avant-coureurs. Donc on n'a pas. Donc là, on sait que dans ces cas-là, c'est plutôt dans des pesticides. On sait, dans d'autres cas, c'est les maladies, des fois, c'est l'action entre maladies et pesticides. Mais rarement toutes les causes possibles. Donc ensuite, ce déclin, on l'a décrit, et on se disait, dans les années 90, quand il y a eu l'avènement des pyréthrinoïdes, on a commencé à dire que
on commençait à observer des disparitions d'abeilles dans le Chine. Et nos collègues outre-Atlantique ont appelé ça The French Bee Disappearing Disease, la maladie de disparition des abeilles françaises. Pourquoi? Parce que, soi-disant, on était les seuls à l'observer. Ils ont la mémoire courte parce que si on regarde ici l'article de Wilson et Menapes, hein, c'est dans 79, donc bien avant que les Français décrivent ce phénomène, et regardez bien, ici, c'était The Disappearing Disease. Donc, c'était bien avant la French Bee Disappearing Disease. Donc, ça veut dire que le déclin, c'est la vieille nouvelle. Hein. Il n'a pas commencé dans les années 90. On l'a bien écrit dans les années 80, beaucoup dans les années 90, à partir de l'avènement des néonicotinoïdes et des phénylpyrazoles. En vérité, il avait commencé à être observé bien avant. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, on a cité toutes les causes possibles et inimaginables. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qui a changé en 15 ans, ici? Puisque, quand on regarde ce qui a évolué dans les années 90, qu'est-ce qui a pu vraiment changer en 15 ans, qui fait que, du coup, les abeilles se mettent à décliner? Le paysage, un fractionnement de l'habitat, bon, on n'a pas vu qu'il y avait des changements phénoménaux, quand même, à l'échelon du territoire. Les ressources alimentaires, ben, la même chose. La pratique apicole, bon, à moins que tous les apiculteurs soient devenus des mauvais apiculteurs en 15 ans. Varroa, ça s'est accentué, j'ai pas l'impression. Le climat, on a des changements climatiques globaux tellement intenses qu'il se met on a 45 degrés l'hiver chez nous. Quand vous prenez des abeilles qui viennent du nord de la France et vous les mettez à Nice où il n'y a pas d'hivernage, les abeilles s'adaptent très bien. Vous prenez des abeilles de Nice et vous les mettez dans le nord de la France, les abeilles s'adaptent très bien. Elles hivernent. Donc, c'est juste sur le terme varroa, ça veut dire quoi? Le varroa, c'est varroa destructor, c'est cette petite bestiole ici, qui est comme une tique. Donc c'est un acarien, donc il y a 4 paires de pattes, un cotomosacée qui en ont 3. Et c'est une petite tique qui fait à peu près un peu plus d'1 millimètre pour les femelles et les mâles sont un petit peu différents. Donc c'est ça qui va se fixer sur la cuticule des insectes et pomper les monèfes. Donc ils viennent pomper des nutriments et en même temps, quand il pique, il introduit des virus, notamment par exemple le virus des ailes déformées. Alors, le climat, bon, on a vu qu'il n'y a pas de changement globaux. Les maladies, on a parlé de maladies émergentes, Nosema ceranae, la vieille nouvelle, c'est pareil. On ne savait pas identifier Nosema ceranae avant, et on nous dit que c'est une maladie émergente. En vérité, c'est qu'on ne savait pas l'identifier avant. Nosema ceranae, je doute qu'ils se sont mis à se générer de façon spontanée. Enfin, depuis Pasteur, on sait que ça n'existe pas. Alors, donc, Nosema ceranae, j'y crois pas non plus. Les pesticides, on n'a pas eu des gros changements dans les pesticides, sauf la venue des phénylpyrazoles et des néonicotinoïdes en 1994. Et là, on a constaté vraiment des phénomènes un peu bizarres. Bon, aux autres causes, on peut se dire maintenant, est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux? Moi, je constate que dans la population humaine, on voit une augmentation des phénomènes allergiques, augmentation des cancers. Ces cancers n'augmentent pas simplement parce qu'on vit plus vieux, ils augmentent spécialement chez les jeunes enfants et in utero. C'est-à-dire, le fœtus est touché aussi. Ensuite, on voit les maladies neurodégénératives qui augmentent aussi un peu bas, et pas que chez les vieilles personnes. Chez la population d'agriculteurs, on voit des maladies de Parkinson, Alzheimer, chez les personnes âgées de 32 à 45 ans. Ça fait jeune pour développer une maladie de Parkinson ou Alzheimer. On s'est aperçu que chez ces gens-là, on a cru qu'ils avaient 10 à 15 ans de vie professionnelle, et on s'est aperçu qu'en fin de compte, c'était souvent des fils d'agriculteurs. Donc l'exposition pendant la petite enfance, on s'aperçoit maintenant qu'elle prédestine aux pathologies qu'on va avoir à l'âge adulte. Bon, on avait un très bon exemple, le diéthylstilbestrol, le distilbène, qui avait été utilisé chez les femmes enceintes pour éviter des avortements spontanés. Eh bien, les femmes qui avaient pris ça, c'était leurs filles, à l'âge de 18 à 22 ans, qui présentaient donc des cancers de l'utérus, des kystes ovariens, etc. 22 ans après. D'accord. Donc vous voyez que derrière, on peut avoir des maladies qui se déclarent de façon spontanée. Et ensuite, toutes les maladies auto-immunes aussi qui apparaissent de plus en plus. Alors là, on se dit quand même, il y a quand même sûrement des facteurs anthropiques derrière. C'est-à-dire anthropique, hein, c'est partout où la bête de l'homme a mis le pied, vous avez des perturbations. Hein. Anthropos, c'est l'être humain en grec. Hein. Donc anthropique, c'est tout ce qui est lié à l'activité humaine. Et on peut penser qu'il y a des facteurs donc, anthropiques. Ensuite, on s'aperçoit que le déclin, bien sûr, il a fait avec les populations d'abeilles domestiques. Et on a dit que Varroa avait introduit une césure dans la biologie de l'abeille dans les années 80. Varroa est apparu dans les années 80. Il venait de l'Asie. Et il a impliqué une césure parce que d'abord, ça a impliqué les maladies, ça affaiblit les abeilles. Et si on ne le traite pas, les virus s'effondrent. Mais seulement, si je regarde bien, moi,
les abeilles sauvages déclinent aussi. Elles n'ont pas varroa. En plus des abeilles sauvages, on s'aperçoit que l'ensemble des pollinisateurs, y compris les papillons, les cirques, etc., déclinent aussi. Ensuite, on s'aperçoit que ce n'est pas que les pollinisateurs, c'est aussi toute l'entomofaune, les populations d'oiseaux, la faune aquatique et d'autres espèces qui déclinent. Donc je veux bien qu'il y ait un problème spécifique aux abeilles, mais est-ce qu'il est si spécifique aux abeilles que ça, vu que tout décline sur la planète? Donc il faudrait peut-être chercher d'autres causes. Alors, il y avait une étude qui est de Minot, là, qui était sortie il y a quelques années, qui a montré que la toxicité aiguë des pesticides, c'était le facteur qui courait le mieux au déclin des oiseaux plutôt que l'intensification de l'agriculture. Alors ça, c'est une étude quand même qui a apporté quand même un certain point, puisqu'on s'aperçoit cette fois-ci que sa toxicité aiguë, même pas chronique, aiguë. Vous connaissez la différence entre chronique et aiguë. Le terme aigu n'a rien à voir avec le terme aigu employé par un médecin, qui est plutôt aigu sévère. Aigu veut dire intoxication unique, une dose unique, ou une exposition de courte durée. Par exemple, de l'air qu'on respire pendant quelques heures, c'est une exposition de courte durée. Donc, et chronique, c'est des doses répétées sur une période. Et on s'aperçoit quand même que les oiseaux déclinent et que les facteurs donc, agricoles tels que les pesticides sont bien corrélés à ce déclin. Alors, bon, dans les agents infectieux, on trouve donc, on a le problème des maladies déclarées, ça on sait le voir. Donc là, on a des symptômes cliniques, mais aussi, donc, on peut avoir absence de pathogènes, donc pas de maladie. S'il n'y a pas de pathogène, vous n'avez pas de maladie, ça c'est sûr. Par contre, vous avez des pathogènes sans maladie. Et là, c'est ce qu'on appelle les porteurs sains. On s'aperçoit par exemple que Nosema ceranae, qui est présent même dans tous les abeilles adultes, ne provoque pas spécialement de maladie. Et on a montré il n'y a pas longtemps que certaines substances pouvaient induire la nausémose, c'est-à-dire la substance. C'est un censure. Oui. Donc on s'est aperçu que Nosema ceranae, ici, Ça continue, mais bon. oui. Bon, Nosema ceranae, on s'est aperçu qu'il pouvait être induit par certaines substances et certains pesticides, donc des porteurs sains pouvaient devenir malades. Ensuite, les pesticides, soit on observe des mortalités, soit des effets sublétaux, c'est-à-dire en dessous de la mortalité, ou on a un effet visible. Donc on peut dire, là, on est dans des actions de type à bas bruit, c'est-à-dire pas d'effet visible du pesticide et pas d'effet visible de l'agent pathogène. Donc là, on peut se dire maintenant, dans ces actions à bas bruit, où chacun des deux stresseurs n'induit pas l'effet visible, est-ce que quand ils sont associés, ils peuvent induire des effets délétères adverses? Bon, je vais passer sur les pesticides, puisqu'on ne va pas avoir le temps, ça aussi, puisque j'avais prévu un peu long au départ. Voilà. Voilà, on va ici arriver sur des effets vite fait, les effets sublétaux. Sub qui veut dire en dessous, donc en dessous du seuil de la mortalité. Donc c'est tous les effets qui ne sont pas mortels. Je change de gaz. Est-ce qu'il monte? Alors, j'espère que ça va bien marcher. Donc, dans les effets sublétaux, ça n'induit pas la mortalité. Vous avez deux types d'effets sublétaux, non délétères, qu'on a ici, qui n'entraînent pas de dommages irréversibles chez les individus. Ensuite, vous avez des effets sublétaux délétères. Ils n'entraînent pas la mortalité des individus. Voilà, ici, on le voit bien. Mais par contre, regardez bien, ils compromettent la vitalité et la survie des individus. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre. Ils ne tuent pas, mais ils compromettent la survie. La survie, c'est quand même la mort, au bout du compte. Hein. En fin de compte, tout dépend de l'environnement. Là, après cette conférence, on va faire il y a un buffet à volonté qui nous attend, bien arrosé. Certains d'entre nous vont rentrer en bus, d'autres en taxi, et d'autres vont rentrer chez eux à pied. Imaginez-vous que vous vous coupiez à travers un champ, et vous dites, moi j'ai un peu bu, je vais rentrer chez moi à pied. Et vous tombiez dans le champ la nuit parce que vous êtes un peu trop éméché. Si c'est l'été, il n'y a pas de problème. Le lendemain, vous allez vous réveiller avec Paris-Strasbourg dans la tête, hein, et ça va être fini. Par contre, en hiver, vous avez toutes les chances de mourir d'hypothermie. Donc, l'effet ne vous a pas vous tuer, mais l'environnement va vous tuer. C'est la même chose. Vous cassez une jambe à la maison, il y a peu de chances de mourir. Vous cassez une jambe à la montagne, vous avez toutes les chances de mourir de froid, de faim, de soif. D'accord? Donc, l'effet ne va pas vous tuer, mais l'environnement qui est consécutif un petit peu à cet effet va vous tuer, lui. Alors, bon, ça c'est différents types d'effets neurocomportementaux, voilà, ça je vais passer dessus, voilà. L'action des pesticides à bas bruit.
Donc dans les actions des pesticides, on avait des actions qu'on appelait la synergie additive, ce qu'on appelle tout simplement l'additivité. Donc la somme des deux effets associés, enfin l'effet des deux substances associées correspond à la somme des deux effets. Donc vous voyez bien qu'ici, A plus B correspond bien à la somme de A plus B. Donc ici on a une mathématique ici de type A plus 2, ce qui me conforte vu mon niveau de maths. J'avais fait maths sup, mais je me suis aperçu que c'était maternelle supérieure. Voilà, donc c'était pas les mêmes. Là on a ce qu'on appelle la synergie renforçatrice. Synergie renforçatrice, c'est ce qu'on appelle communément la synergie. L'effet de l'association des deux molécules est bien supérieur à la somme des deux effets. Donc on a une mathématique de ce type, 1 plus 1 égale 10. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est plutôt donc, les cas de potentialisation, et celui-ci, la substance A n'a pas d'effet, la substance B n'a pas d'effet, et l'ensemble des deux est explosif. Donc là, on tombe dans une mathématique. Ici, 0 plus 0 égale 100. Je me suis toujours dit qu'il manquait le 1 quelque part, je n'avais pas très bien compris cette formule, mais enfin, on verra ça, je vais me faire expliquer. Ce qui nous inquiète ici, c'est que de l'eau de rose ici, plus de l'eau de fleur d'oranger ici, va vous donner du cyanure. Voilà. Et ça, c'est totalement imprévisible. Parce que qui peut prévoir que deux substances pas toxiques vont donner des effets toxiques? Donc, si on veut cette fois-ci étudier les effets des substances à bas bruit, et notamment les synergies et les potentialisations, il faut développer une stratégie d'étude. Parce que quand vous avez une substance qui donne 70% d'effet, l'autre qui en donne 75%, et vous retrouvez avec les deux qui vous donnent 80% d'effet, elle dire qu'il y a une synergie. Donc la stratégie qui a été adoptée, c'est de dire on établit la relation entre la dose et la mortalité, on appelle la relation dose-mortalité. Donc ici on a cette courbe ici, et on descend ici pour trouver ici la dose sans effet. Et maintenant, c'est d'étudier ce qui se passe en associant deux doses sans effet. Alors bien sûr, l'avantage c'est que si vous montrez quelque chose, c'est montré de façon indubitable, parce que 0 plus 0 qui vous donne 100, c'est franchement visible. En revanche, toutes les molécules ne donnent pas les potentialisations. Donc on ne peut pas passer à côté. Donc il y a un avantage et un inconvénient à cette approche. Si on regarde ici par exemple la deltamétrine, donc ici vous avez vu que cette deltamétrine qui est associée ici, soit à un fongicide, le diphénoconazole, la deltamétrine ici est à un 20e de la dose hectare. La dose hectare c'est 7,5 g hectare. Le diphénoconazole est ici à un 8e de la dose hectare et lui est à sa dose hectare. Ici, vous avez le contrôle, pas de mortalité au bout de 48 heures. La deltamétrine tout court à cette dose-là n'est pas toxique. Le diphénoconazole non plus, l'iprodiol non plus. Quand vous associez l'iprodiol et la deltamétrine, pas de synergie. En revanche, la deltamétrine et le diphénoconazole, regardez bien, 75% de mort au bout de 48 heures. Donc deux substances qui n'avaient pas d'effet séparé produisent quand même 75% de mortalité en 48 heures. Donc là, on est bien dans une interaction de type à bas bruit. Celui-ci ne donnait aucun effet et celui-ci ne donnait aucun effet. Donc là, on est bien dans un cas de potentialisation pire que la synergie. Si on regarde ici les doses, ici vous voyez qu'on a une synergie de substances associées, donc deltamétrine et le procorase, à 25 grammes par hectare. Donc ici, on est au plus de 80 fois la dose, enfin un 80e de la dose hectare. Et vous avez vu que la synergie ici, si on regarde ici le symbole, c'est celui-ci, se produit à des doses de deltamétrine de 31,25 mg par hectare. Imaginez-vous ce que fait 31,25 mg. Une petite pointe de couteau de sel et vous avez vos 31 mg. Allez détecter ça sur un hectare, c'est impossible. Et on a quand même des synergies qui se produisent à cette dose-là. Donc ça veut dire qu'on a une synergie à des niveaux très faibles. Alors maintenant, on va voir les effets d'exposition à la toxicité. Alors je vais vous parler plutôt de quelque chose qui est un peu plus complexe. Voilà, on va passer. On va arriver sur ici. Voilà. Ici, on va parler de toxicité chronique. Et pour vous montrer que on n'est pas forcément protégé par les faibles doses. Si je regarde ici, on a une substance. Ici, c'est un métabolite du fipronil. Voilà, ici, le fipronil-amide. Si vous regardez bien ici, l'écart de dose entre la première dose et la dernière, ici on a un écart de 10, 200, 2000. Donc entre la plus forte dose et la plus faible dose, on a un écart de 1000. Déjà sur un écart de quasiment 10 à 20, on passe en toxicité aiguë d'une dose qui donne 100% de mortalité à une dose qui donne 0% de mortalité. Là on a un écart de 1000. Regardez bien au bout de 10 jours ce qui se passe. Ici, la forte dose donne un effet, on diminue un peu la dose d'un facteur 10, ça diminue pas grand-chose. On diminue encore d'un facteur 10, ça diminue pas grand-chose. Et ensuite la plus basse dose, eh bien, donne des effets quand même qui sont très similaires, hein, alors qu'elle est 1 millième de fois
plus faible que la plus forte dose, on a des effets similaires. Bon, voilà le profil de toxicité. Bon, on peut se dire c'est peut-être du hasard. Je reprends une autre. Ici, on a un écart entre la plus forte dose et la basse dose de 500. Regardez bien ce qui se passe. Les deux doses extrêmes, la faible et la forte, donnent les mêmes effets. Et c'est les doses intermédiaires qui donnent les effets les plus forts. Les effets les plus forts. Donc ici, on a ce qu'on appelle les courbes en cloche ici, où l'effet de la dose intermédiaire est bien plus fort que les effets des doses extrêmes. C'est quand même assez troublant, parce que ça veut dire que l'effet tend à disparaître à forte dose ici. Et ça, c'est pas logique. Paracelse, dans son principe au XVIe siècle, avait dit que c'est la dose qui faisait poison. Un médicament pouvait avoir un effet thérapeutique à une dose et à une dose supérieure un effet toxique. Mais là, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. L'effet toxique diminue ici avec la forte dose. On va prendre un autre cas de figure. Ici, le diméthoate, toujours administré de façon chronique, un écart de dose de 500 entre les doses. Regardez bien, la forte dose donne un effet, on diminue la dose, on diminue l'effet, on diminue encore la dose, on diminue l'effet, et la faible dose, qui est 500 fois inférieure à la forte dose, donne un effet quasiment similaire à celui de la forte dose. Donc on a ici ce qu'on appelle les courbes en U ici. Donc ça veut dire qu'on n'est pas protégé du tout par les faibles doses. Et en fin de compte, nous, ce qu'on pense des courbes en U et des courbes en cloche, sont ni plus ni moins que deux états de la même relation dose-mortalité, où la toxicité croît, décroît, encore d'abord la cloche, le U, et puis elle augmente de nouveau. Parce que, si vous regardez bien ici, si on diminue la dose, on va dire que la toxicité va devenir infinie avec la dose. Non, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y aura pas d'effet, il n'y aura plus rien. Donc en fin de compte, ici, normalement, le profil ici, il redescend comme ça. Mais dans le précédent, on pouvait dire aussi, tiens, si je regarde, si j'augmente la dose ici, indéfiniment, je vais baisser la toxicité et j'aurai plus de toxicité. Non, parce qu'à un moment donné, on inonde l'organisme de toxique et la toxicité réaugmente de nouveau. Donc vous avez que les relations entre la dose et la mortalité sont bien plus complexes qu'on peut le croire. Et ça contribue au fait qu'on évalue mal les toxiques. Parce qu'en intoxication aiguë, on sait à peu près rien faire. En intoxication chronique, personne ne faisait des tests d'intoxication chronique. Et on s'aperçoit que les faibles doses peuvent donner des effets bien plus forts que ceux des fortes doses. On continue. Bon, ça c'est une courbe un peu classique. Voilà, non, on va prendre un autre. Voilà, l'effet des doses réitérées. Là, on était dans l'intoxication chronique. Dose réitérée, on va mimer des intoxications aiguës, mais répétées 2-3 fois. Par exemple, ici, on m'a donné une eau hautement toxique. Si je bois un verre ici, bien sûr, je vais être dans un cas d'exposition aiguë. Je bois 3-4 verres à quelques jours d'intervalle, je vais avoir des doses qu'on appelait réitérées. Donc je ne boirai pas de cette eau toxique parce que vous allez voir la suite. Alors regardez bien comment on fait pour évaluer ces effets de dose réitérée. On établit le profil dose-mortalité ici, et on peut choisir plusieurs doses. Des doses qui donnent à peu près 80% de mortalité parce qu'on peut les moduler, on peut moduler les effets vers le bas. Des doses qui donnent en gros 20% de mortalité parce qu'on peut moduler les effets vers le haut. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ces doses-là, les doses qui ne donnent pas d'effet. Ces mêmes doses, on va les donner soit de façon unique ici, au jour 0, soit vous la divisez en 5 et vous la donnez en 5 fois, pendant 5 jours. Donc, au bout du compte, vous avez la même dose ici, en unique, qu'en réitéré, mais une a été donnée en une fois et l'autre a été donnée en 5 fois. Donc, nous, dans la tête, on se dit, dans mon esprit, une grosse baffe fait toujours plus mal que 5 petites baffes. Je préfère manger 5 petits morceaux de pizza chaque jour, un petit morceau de pizza, plutôt que manger le premier jour une grosse pizza. Ça me fera moins grossir. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout ça. C'est tout à fait contre-intuitif, regardez bien ce qui se passe. La cotianidine, on détermine ici les doses sans effet. C'était 0,05 nanogrammes par abeille. On descend un petit peu en dessous. Regardez bien. Dose unique ici, 0,5 nanogrammes par abeille. On la réévalue. Elle a été bien choisie, donc toujours 0% de mortalité. Vous la donnez en 5 fois, regardez bien. 25% de mortalité quasiment. Donc une dose qui en unique ne donnait pas d'effet, vous la fractionnez en 5 fois. Chaque jour, vous donnez un cinquième. Et au bout du 5e jour, vous avez 25% de mortalité. La dose, on la prend un peu plus faible ici, regardez bien, 0,1. Donc 5 fois plus faible que celle-ci. On la donne en une fois, pas de mortalité. On la donne en 5 fois. Vous êtes à peu près ici, après 26% de mortalité quasiment. Bon, on peut se dire, après tout, ça peut être du hasard, 25% de mortalité. Un autre exemple, ici, donc, l'acétamipride. Je regarde le profil. Dose unique, 0,5 microgrammes par abeille.
en une fois, pas de mortalité. On la donne en 5 fois, regardez bien, on tombe ici à 75% de mortalité. Alors que la dose ne tuait pas. Et on a la même chose ici. Vous voyez bien, on la descend un facteur de la dose, toujours pas de mortalité. Et vous l'administrez toujours en 5 fois, et on est pas loin de 90% de mortalité. Donc ici, on est dans une toxicologie contre-intuitive, où les faibles doses peuvent donner des effets beaucoup plus forts, que le fractionnement de la dose peut être beaucoup plus dommageable qu'une dose unique qui vous arrive massivement dessus. Donc en termes clairs, on a 10 kg de plumes font aussi mal que 10 kg de plomb. Voilà. Même s'ils sont administrés de façon séparée. Alors maintenant, on va finir avec les interactions toxicopathologiques. Est-ce que c'est une cause du déclin des abeilles? On va voir que ça peut y contribuer. Alors, bon, je vous parlais, on a différents agents pathogènes, on va y passer un peu dessus. Je vais passer peut-être sur celui-ci parce que voilà, on va peut-être aller directement à celui. Attends, si je vais partir là. Là, on a deux agents qui sont deux stresseurs qui sont mis ensemble. Donc, le pathogène Nosema, qui on ne sait pas si un apis recerné, et l'imidacopride. Les deux substances sont administrées en même temps aux abeilles. Donc, les abeilles sont infectées en même temps en leur posant des pesticides pendant 10 jours. Si on regarde ici, à 0,7 microgrammes par litre, plus Nosema, on a ici le contrôle. Ici, on a l'imidacopride, on a Nosema. Et on s'aperçoit ici que l'ensemble des deux, l'association des deux, Nosema et imidacopride, correspond à une additivité des effets à peu près. On a la même chose pour 7 microgrammes par litre, un témoin, le pesticide, Nosema et l'association des deux. En revanche, à 70 microgrammes par litre, c'est ce qu'on va trouver plutôt dans l'équivalent en poids dans le pollen, par exemple. Et bien ici, vous avez le contrôle, le pesticide, Nosema, et vous avez vu que l'association des deux est synergique ici, puisqu'on a un effet bien plus supérieur à la somme des effets. Alors on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le pesticide a provoqué la prolifération du Nosema? Ben, si vous regardez ici, voilà ce qui se passe à 10 jours. Le contrôle, bon, on a ça de Nosema comme sport. Ici, le pesticide tout seul, ben, n'induit même pas la multiplication des spores. Nosema tout seul, on a un certain taux ici, donc ça c'est au jour 10. Et vous apercevez qu'avec le pesticide, eh bien, il y en a encore un petit peu moins. Donc, il y en a un petit peu moins, c'est pas grave, parce qu'on pense que ces deux chiffres sont de la même grandeur. Mais c'est surtout de montrer que le pesticide a induit une synergie sans provoquer la multiplication du pathogène. C'est surtout ça qui est important. On regarde une autre étude, cette fois-ci, au lieu de mettre les deux stresseurs ensemble, on va les mettre l'un après l'autre. Donc là, cette fois-ci, on va sensibiliser les individus à un stresseur par l'autre stresseur. Le premier stresseur, c'est l'agent pathogène. Les abeilles ici donc, sont infectées au jour 0 et 10 jours après, les abeilles sont exposées aux pesticides, donc 10 jours après. Donc deux pesticides, le fipronil et le thiaclopride. Le contrôle est ici, le fipronil est là, le thiaclopride est en bleu. Tout seul, donc pas de différence avec le contrôle. Quand cette fois-ci, donc vous avez l'agent pathogène ici, et quand vous associez les deux, l'agent pathogène plus le thiaclopride, on a une réponse synergique. Et quand vous associez l'agent pathogène plus le fipronil, une réponse synergique. Donc là, c'est une réponse synergique, mais pas liée à l'expression concomitante comme tout à l'heure. On avait les deux stresseurs en même temps. Là, c'est l'un après l'autre. Donc ça veut dire qu'ici, les abeilles ont été sensibilisées à l'action du pesticide par l'agent pathogène, parce que l'agent pathogène a été administré aux abeilles avant. Si on regarde ici maintenant, on peut se dire, est-ce qu'il y a l'effet inverse? Alors là aussi, on voit bien que, vous voyez ici, je vous montre là, le fipronil, ici, c'est lui qui donnait la plus forte réponse. Et bien, regardez bien, le fipronil, ici, c'est là où il y a le moins d'agents pathogènes. Et le thiaclopride qui donnait la plus faible réponse, c'est où il y a plus d'agents pathogènes. Donc, il n'y a même pas de relation entre la prolifération et l'effet synergique qu'on voit. On arrive maintenant au dernier cas de figure, et on va s'arrêter là après. Cette fois-ci, on regarde tous les scénarios possibles et imaginables. Pesticides avant, pesticides après, pesticides ensemble, et on regarde ce qui se passe. Donc ici, on avait le cas de figure avec l'imidacopride, tout est mis en même temps. Ici, vous avez stresseur par la flèche, et en gris, toute l'exposition aux pesticides. Donc ici, regardez bien, le contrôle est ici, le fipronil est ici, Nosema est ici. Donc là, vous avez la survie 1, la survie des coins. Et ici, vous avez une action synergique sur la survie, parce qu'on a un effet bien plus fort que la somme des effets. Maintenant, on se dit, on va reprendre le cas de tout à l'heure. Nosema est mis d'abord, le pesticide après, et on a une réponse synergique. Autre cas de figure, le pesticide est mis avant,
Et nos EMA, après, cette fois-ci, on va sensibiliser les abeilles à l'agent pathogène par le pesticide. Et on va bien, réponse synergique aussi. Et en un dernier cas de figure, tout est déporté 7 jours après la naissance, on met tout ensemble, et encore une réponse synergique. Donc on a une sensibilisation des abeilles aux pesticides par l'agent pathogène, une sensibilisation des abeilles à l'agent pathogène par les pesticides, une action concomitante de l'agent pathogène et des pesticides, et vous prenez dans n'importe quel sens, on a toujours une interaction synergique. Donc vous voyez que là, on a quand même quelque chose qui pourrait nous aggraver les effets des pesticides ou des agents pathogènes. Je vais passer après, je vais arriver à la conclusion, voilà. On peut se poser la question, quel est le perturbateur quand on a une interaction de type toxicopathologique? Est-ce que c'est le pesticide qui est le perturbateur ou c'est l'agent pathogène qui est le perturbateur? On va prendre les cas de figure. Ici, l'association simultanée, donc on met les deux agents ensemble. Donc si on prend par exemple un cas où le toxique n'a pas d'effet, donc à bas bruit, le pathogène ici a un effet, il est logique de penser que c'est le pathogène qui est perturbateur parce qu'il avait déjà l'effet. Bon, on va se dire c'est le pathogène qui est perturbateur. Dans ce cas-ci, on a le toxique qui a un effet, mais le pathogène a un petit effet ou pas d'effet. Donc là, vous allez vous dire c'est souvent le toxique parce qu'il était déjà toxique. Mais quand vous avez une interaction de type à bas bruit, c'est-à-dire toxique, pas d'effet, pathogène, pas d'effet, et là, quel est le perturbateur qui perturbe l'autre? Deuxième cas de figure, on a des associations séquentielles, c'est-à-dire l'un après l'autre, donc de la sensibilisation. Si on met d'abord le pathogène et ensuite le toxique, vous allez dire, ben, le pathogène étant avant, c'est lui qui a sensibilisé les abeilles au toxique, donc c'est le pathogène qui est sensibilisant. Et si on met le toxique avant et ensuite le pathogène, ben, vous allez dire, comme lui était présent avant, c'est lui qui a sensibilisé les abeilles au pathogène, donc c'est le toxique qui est sensibilisant. Mais on peut se poser la question autrement, cette fois-ci d'une manière un peu plus philosophique. C'est ce moment où je fais la philosophie dans ma vie. J'ai beaucoup lu Bernard-Henri Lévy, mais ça s'arrête pas. Alors, moi je me dis, les agents pathogènes sont des compagnons ancestraux. On les a depuis la création du monde, si on peut dire ainsi. En revanche, les pesticides sont des xénobiotiques. Xénobiotiques, c'est-à-dire c'est des substances étrangères à la vie. Alors, si on doit considérer un perturbateur là-dedans, quel que soit le type d'association qu'on a, simultanée ou séquentielle, pour moi, le perturbateur, j'ai mis pour moi, le perturbateur est le xénobiotique parce qu'il n'a rien à faire dans le paysage. Les autres existaient déjà. Les pathogènes existaient bien avant qu'on soit là, peut-être, puisqu'on leur attribue leur création, enfin leur évolution bien avant la nôtre. En tout cas, donc ça veut dire que le véritable stresseur, ici, ça marche pas très bien, voilà, le xénobiotique, ça serait plutôt le véritable stresseur, parce que lui, il n'a rien à faire dans le paysage, il est apporté par l'activité humaine. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire à peu près. J'ai respecté le temps, j'espère. Oui, ça fait bien. Ben, merci beaucoup. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va faire peut-être le temps de questions après les deux interventions. D'accord. On va faire un truc global. Voilà, donc on va pouvoir vous donner la parole. Au choix l'un puis l'autre, ou les deux en même temps. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Yves Baleine, je suis un apiculteur professionnel en retraite. Voilà. J'ai eu la chance, je peux le dire comme ça, de connaître l'apiculture avant l'arrivée du varroa en France et également avant l'arrivée des néonicotinoïdes donc dans le début des années 90. C'est vrai que l'apiculture qu'on connaît aujourd'hui, l'apiculture que j'ai connue quand j'avais l'âge de Fabien qui est là, parce que j'avais à peu près son âge quand j'ai commencé l'apiculture en 1979. Ça n'a rien à voir, c'est vrai que les deux époques n'ont absolument rien à voir. Donc, après ce que vient de nous présenter M. Belzins, c'est vrai qu'on va revenir un peu plus sur le terrain, parce que moi je suis donc un apiculteur de terrain. Je vais quand même rester un petit peu sur nos amas serranés, parce que M. Belzins va me dire si c'est pas tout à fait juste ce que je vais dire. J'ai eu l'occasion, parce qu'il y a, ce que je vais vous dire, il y a un conservatoire de l'abeille noire à Ouessant.
Ce conservatoire de la baignoire, il a été créé en 1978, donc avant l'arrivée du varroa en France. Et pourquoi ce conservatoire a été créé? Il a été créé parce que il n'y avait pas d'abeilles sur l'île. Et donc les apiculteurs à l'époque savaient que varroa allait arriver. Et pour protéger donc des abeilles du varroa, c'était de les emmener sur l'île de Ouessant. Et aujourd'hui, sur l'île de Ouessant, il n'y a toujours pas de varroa. Les derniers dépistages qui ont eu lieu cet hiver ont montré qu'il n'y avait pas de varroa. Donc au niveau sanitaire non plus, il n'y a pas de ce qu'on appelle les maladies sanitaires type les loques, qui sont des maladies du couvain. Donc le couvain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la période qui va les œufs, les larves et la nymphe. Donc c'est la période avant que l'abeille devienne adulte. Et sur l'île, il n'y a pas de pesticides, parce que l'île est en jachère, donc aujourd'hui c'est quand même une zone assez neutre, et on pourrait dire un témoin blanc de blanc. Et sur l'île de Ouessant, j'ai eu l'occasion moi-même d'expédier des abeilles à Montfavet pour voir s'il y avait Nosema serranée dessus. Et Nosema serranée a été retrouvée sur les abeilles de Ouessant. Donc à partir de là, on peut penser que Nosema serranée était sur nos abeilles depuis très longtemps. Et je crois que même que les Chinois avaient trouvé Nosema serranée avant nous. Hein. C'est ça. Quand les Chinois ont importé Apis mellifica, qu'ils n'avaient pas chez eux, parce que chez eux c'était Dorsata, et quand ils ont compris qu'il y avait moyen de faire beaucoup de miel avec Apis mellifica, ils ont donc importé cette abeille européenne, et c'est comme ça donc que varroa est passé de l'abeille de chez eux à notre abeille donc chez nous. Voilà, donc moi j'ai connu l'apiculture avant l'arrivée de varroa. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, varroa est arrivé, j'ai fait presque 10 ans sans varroa. Quand varroa est arrivé, il y a eu des traitements assez simples qui sont arrivés pour faire en sorte d'empêcher sa propagation dans les ruches. Ça, on est dans les années... varroa est arrivé dans l'ouest de la France en 87, novembre, enfin automne 87. Donc dans ces années-là, dans les années 80 en France, toutes les années 80, j'ai assisté aussi à ce qu'on appelle la montée de la culture du tournesol. Donc les principales mielées en France étaient au printemps le colza, et puis après l'été, je parle ici dans l'ouest, c'était les miels de fleurs, type ronces, châtaignier, voilà. Et sur les zones de plaine, c'était surtout de la luzerne. Sauf au niveau au sud du marais Poitevin, là-bas en face de La Rochelle, dans la plaine d'Aunis, où là il y avait la culture de tournesol depuis les années 50. Mais cette culture de tournesol s'est développée beaucoup dans les années 80, pour arriver sur des surfaces extrêmement importantes dans les années 90, à tel point que la France, au niveau des productions de miel, le pic de production en France a été en 1991 de 41 000 tonnes. 41 000 tonnes, oui, comme ça qu'on dit, voilà. Et la moyenne dans les débuts des années, enfin de l'année 90 à 97, la moyenne de production a été environ 38 000 tonnes par an. Bon, sachant que les zones de plaine à l'époque fournissaient, entre le colza et le tournesol, fournissaient plus de 50% de la production française. La France était le premier pays producteur de miel en Europe. Voilà. Et aujourd'hui en 2014, on est tombé à 10 000 tonnes. Et le déclin, on était encore en 2012 à 16 000 tonnes, et depuis 2012, mais sur 2 ans, on est tombé de 16 000 tonnes à 10 000 tonnes. Donc, évidemment, en contrepartie, les importations sont passées aujourd'hui à 34 500 tonnes. En 2014. Et en 2012, on était encore à 26 000 tonnes. Bon, pour des besoins en France, au niveau du miel, les besoins en miel français sont de 45 000 tonnes, y compris les miels dits industriels, qui sont les miels pour faire les nougats, les pains d'épices, les chouchènes, les bonbons, voilà. Et pour les miels de bouche, donc le miel, le pot de miel que vous avez sur la table le matin, il faut... les besoins sont environ de 39 000 tonnes. Ce qui fait environ 600 grammes par an et par habitant. Et nous sommes les 4e en Europe. Les premiers étant les Grecs, suivis des Slovènes,
avec 1 kg, les Grecs 1,5 kg, les Allemands avec 900 grammes, et nous on est à 600 grammes par habitant. Voilà. Donc, qui nous fournit du miel aujourd'hui? Ben, principalement les Chinois. Voilà, principalement, et les autres miels viennent, entre autres, d'Amérique du Sud. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? Dans les années 90, donc, il y avait grosse production de miel, en France. Et dès 93, 94, je n'ai plus les dates exactes, mais il y a quelques apiculteurs dans le centre de la France qui ont commencé à dire il y a des soucis sur les miels de tournesol parce qu'ils voyaient que les butineuses, donc les ruches dépérissaient, enfin que les ruches se vidaient de leurs abeilles. Et à ce moment-là est arrivé en France le pelliculage des graines. Donc le pelliculage des graines existait déjà avec des fongicides, parce que je crois qu'il y avait 3 fongicides en pelliculage sur la graine, et est venu s'ajouter dessus un insecticide. Un insecticide qu'on a appelé autrefois, son nom commercial, c'est le gaucho, dont vous avez, je pense, entendu parler. La molécule, c'est l'imidaclopride. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu forcément contact avec la firme Bayer, qui était le producteur de cette molécule. Et Bayer a dit à l'époque, ben, pas de problème, on va faire des essais. Donc il y a des essais qui ont été faits en Sologne, dans un petit champ assez perdu au milieu des bois. Ils ont apporté quelques ruches, voilà, et puis personne n'est venu vraiment voir les ruches. Quand ils ont voulu, fin août, constater un peu l'état de ces ruches, Bayer avait organisé une belle kermesse et des casquettes. Et ils ont ce jour-là même pas allumé l'enfumoir pour voir ce qu'il y avait dans les ruches. Donc suite à ça, le gaucho évidemment a continué à s'étendre. Enfin les semences de tournesol, pellicule et gaucho ont commencé à s'étendre. Et en 95, donc un autre réveil des apiculteurs, enfin des structures syndicales apicoles. Et Bayer dit, bien, nous allons faire une expérimentation grandeur nature. Donc là, c'était pas en Sologne, mais c'était dans une zone céréalière, c'était dans la région d'Issoudun. Et l'expérimentation s'est faite en 1997, voilà. Mais quand Bayer avait déjà décidé avant de faire cette expérimentation. Et en 1997, c'est là qu'on a constaté à peu près partout en France, enfin dans les zones céréalières où il y avait du tournesol, que pour des gens comme nous, habitués à produire du miel, enfin d'une façon extrêmement importante, parce que les abeilles produisaient environ 15 à 20 kilos par semaine, et il faut savoir qu'une floraison de tournesol durait à l'époque, compte tenu des variétés, enfin avec les variétés précoces et les variétés tardives, il fallait compter à peu près 3 semaines de floraison. Donc on était dans des moyennes qui se situaient, suivant les années, entre 50, 70, voire presque 80 kilos de moyenne à la ruche. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant. C'était une première dans l'histoire apicole française, je pense, cette mielée de tournesol. Et en 1997, pour des gens comme moi, nous on pratiquait la transhumance. Hein. On avait à l'époque un cheptel de 600 ruches. On pratiquait la transhumance, donc j'étais ici sur la région d'Angers. On descendait nos 600 ruches sur les plaines de Vendée. Et automatiquement, on mettait des hausses tout de suite sur les hausses. Les hausses, bon, la hausse, vous voyez, c'est la caisse de bois qu'on met sur les ruches. On met des étages sur les ruches au fur et à mesure que les abeilles remplissent. Et les abeilles allaient quelquefois plus vite que nous. Et en 1997, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on est venu sur les ruches pour poser nos deuxièmes hausses, parce que les ruches arrivaient avec une hausse, quand on est arrivé pour poser les deuxièmes, il n'y avait plus d'abeilles dans les ruches, dans les hausses. Les hausses étaient complètement vides. Mais ce n'était pas une ruche, c'était 100% des ruches et 100% des ruchers. Et chez tous les collègues, 100% des apiculteurs. Ça veut dire que les butineuses avaient disparu dans la nature, et si on était sur le terrain, on s'apercevait que les abeilles dans les ruchers, pendant quelques heures, les heures de midi, elles étaient complètement folles. Et ça s'est passé en 97. Donc, suite à ça, évidemment, la profession a bougé.
il y a eu des rencontres qui se sont faites avec Bayer, et comme Bayer avait entrepris donc une expérimentation sur la région d'Issoudun, eh bien, plusieurs collègues apiculteurs sont allés voir là-bas sur place, et évidemment, quand ils ont ouvert les ruches qui étaient en expérimentation, ils se sont aperçus que les ruches étaient complètement vides, qu'il n'y avait pas du tout d'abeilles dans les hausses, donc il s'était passé quelque chose. Voilà. Donc suite à ça, évidemment, le ministère a été informé, plein de comités de pilotage se sont mis en route pendant l'hiver, et le ministère a décidé de déclencher une expérimentation grandeur nature dans le sud Vendée en 1998, avec 2 grandes zones d'environ 3 km de rayon. Donc ce n'était pas les rayons parfaits, hein. Les zones étaient délimitées par des routes, c'est-à-dire une zone neutre où il n'y avait pas de pelliculage gaucho sur les graines de tournesol. Mais par contre, les maïs, parce qu'à l'époque les maïs étaient aussi pelliculés gaucho, mais par contre les maïs, eux, étaient pelliculés gaucho, donc ils faisaient une expérimentation, pour vous dire, ils faisaient une expérimentation où ils autorisaient le toxique sur le maïs, parce que l'abeille visite le maïs pour son pollen, uniquement pour son pollen. Et l'autre zone, où là, tous les champs étaient pelliculés gaucho. Donc les apiculteurs ont joué le jeu, on a mis nos ruches normalement, comme on avait l'habitude de faire. Et qu'est-ce qui est le résultat de cette expérience? Eh bien, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de différence entre les 2 zones. Voilà. Et donc, les questions, bien sûr, beaucoup de questions se sont posées. Et les premières questions, c'était « et si le produit était resté dans la terre ?» Donc, il y a eu des analyses qui ont été faites sur les tournesols qui n'étaient pas pelliculés gaucho. Donc, analyse de la canne, analyse des feuilles, analyse des pollens. Et on a retrouvé, dans ces analyses, on a retrouvé des doses d'imidacloprid quantifiables à peu près à la même hauteur que les mesures qui étaient faites sur les champs qui étaient pelliculés gaucho. Donc à partir de là, la conclusion, c'est que le produit était rémanent avec une persistance d'action derrière. Donc d'autres expérimentations ont été faites suite à ça, et entre autres par l'ACTA et puis le CETIUM. Le CETIUM, c'est l'organisme qui s'occupe des oléagineux. Et ça a été démontré que un orge gaucho qui était mis sur un terrain aujourd'hui, avec 2 ans de jachère derrière, et un tournesol ensuite non pelliculé, on retrouvait des doses quantifiables d'imidacloprid dans la canne, les feuilles et les pollens. Voilà. Et suite à ça, eh bien, le gaucho a été suspendu dès 1999, et donc bien sûr tout le monde n'était pas content, hein. Les agriculteurs des régions céréalières n'étaient pas contents, la firme Bayer ils n'étaient pas contents, c'est sûr. Eh bien ils ont remplacé le gaucho par une autre, enfin le imidacloprid par une autre molécule qui s'appelle le fipronil. Et pendant quelques années, nous avons eu du fipronil, avec là des résultats beaucoup plus catastrophiques qu'avec l'imidacloprid. Parce que quand on amenait un lot de ruches dans un champ, devant un champ qui était traité au fipronil, les abeilles travaillaient pendant 2 jours, 2 jours, 3 jours, pas plus, et elles s'arrêtaient automatiquement, et puis elles s'arrêtaient, il n'y avait plus du tout de butinage. Si on apportait un autre lot de ruches, le deuxième lot de ruches se mettait à travailler pendant 2 ou 3 jours, et il s'arrêtait aussi. Et si on faisait un autre lot de ruches, parce que ça on l'a fait, il travaillait aussi pendant 2 ou 3 jours et il s'arrêtait. Ça veut dire que le 3e lot de ruches produisait autant de miel que le premier. Voilà. Donc on avait constaté déjà qu'il y avait une différence de butinage entre les champs qui étaient pelliculés gaucho et les champs qui étaient pelliculés au fipronil. Ouais. Enfin, je ne sais pas si vous avez fini, mais Non, mais voilà, je voulais faire part de ce qu'on avait vécu. Donc c'était pour constater que, et moi ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour nous les apiculteurs, le problème de l'apiculture, aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les néoniques, c'est-à-dire les néonicotinoïdes. Parce que
l'apiculture a commencé à vraiment décliner, même s'il y a eu des déclins. Moi j'ai connu, ce que parlait M. Belzins au début des années 80, avant l'arrivée des néonicotinoïdes, la deltamétrine, hein, c'est ça. Donc on a connu un peu ça, mais ça c'était surtout sur des champs de colza, et ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a connu avec les néonicotinoïdes et ce qu'on connaît toujours aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les champs de blé n'étaient traités qu'à 20% à peu près, et aujourd'hui les champs de blé sont traités à 80%, et les champs d'orge environ à 100% sont traités avec des néonicotinoïdes. Donc ces produits sont rémanents dans les sols avec des persistances d'action derrière sur plusieurs années. Voilà. Maintenant, je vais vous passer la parole à un jeune apiculteur qui n'a connu que les néoniques. Bonsoir tout le monde, donc je me présente, Fabien Monsergent, je suis apiculteur professionnel installé en Anjou, à une vingtaine de kilomètres d'ici, plus précisément à la Pouèze. Donc moi je suis installé depuis maintenant 3 ans et je pratique l'apiculture depuis une dizaine d'années. Donc voilà, il y a 3 ans j'ai décidé de me reconvertir et de me lancer dans ce job. Alors vous allez dire, je suis un peu maso quoi, vu ce que vous avez pu entendre. C'est vrai que c'est pas tous les jours simple. On vit dans un environnement très hostile. Maintenant, voilà quoi, il faut faire avec et espérer que ça va s'améliorer. Donc pour réussir en apiculture aujourd'hui, enfin du moins réussir à se dégager un revenu et réussir à produire un peu de miel, il y a des stratégies à mettre en place qui n'existaient pas, enfin qui n'étaient pas pratiquées avant, à savoir aujourd'hui pour réussir en apiculture professionnelle, il faut maîtriser l'élevage. Il faut considérer que 30 à 40% de son cheptel va disparaître, donc il faut pouvoir le compenser donc en faisant de l'élevage de rennes, en faisant des essaims, etc. Et puis également bien cibler les mielés sur lesquels on emmène nos ruches. Yves expliquait tout à l'heure que les mielés, notamment de tournesol en zone de plaine, provoquent de gros dégâts sur les ruches, je le confirme. Donc si on est amené à vouloir faire ce type de mielé, on évite de mettre tous les œufs dans le même panier. Donc on n'emmène pas tout son cheptel pour s'assurer une route de secours et que le printemps qui suit, on puisse être sûr de retrouver un pourcentage de ruches en bon état pour pouvoir repartir, quoi. Je vois aujourd'hui, notre exploitation fonctionne avec 300 ruches en production et il faut compter à peu près 150 à 180 essaims pour le renouvellement du cheptel. Donc dans le meilleur des cas, on n'a pas besoin de tout pour renouveler, et donc au pire on vend des essaims, et Dieu sait que la demande est importante. Soit une mauvaise année, un mauvais hivernage, on répare la casse avec les essaims qu'on a pu faire en parallèle. Donc les mielés qu'on peut faire en Anjou, on commence par les mielés de printemps. Donc dans ma région où je suis installé, donc plutôt le Segréen, on est dans une région qui il y a quelques années était encore essentiellement bocagère. Malheureusement, ça tend à disparaître. Les structures agricoles s'agrandissent. L'élevage se modifie. Avant, on voyait beaucoup de prairies naturelles avec des trèfles l'été, des pissenlits au printemps, etc. Tout ça s'était retourné pour passer en céréales ou en maïs. Et bien entendu, ça fait une diversité moindre pour les abeilles et ça les expose encore plus aux pesticides et en l'occurrence aux néonicotinoïdes. Pour préciser, tout à l'heure on parlait du gaucho, il est interdit sur les
les plantes dites mellifères ou pollinifères. Il y a un moratoire qui avait été mis en place il y a 3-4 ans, je crois. Ceci dit, il est encore très largement utilisé et de plus en plus utilisé sur les céréales à paille, comme l'orge ou le blé, et avec la rotation des cultures et les rémanences qu'on peut avoir, bien souvent après des blés, il y a des colzas qui sont mis en place, plantes mellifères, donc du coup le colza absorbe les traces de néoniques qu'il y a dans le sol, et du coup les abeilles peuvent aussi déguster, quoi. Voilà. Que dire de plus sur mon quotidien en apiculture? Donc tout à l'heure j'ai abordé les mielés qu'on pouvait, enfin j'ai commencé à aborder les mielés qu'on peut faire en Anjou, donc mielés de printemps. Ensuite on peut faire du châtaignier. Depuis quelques années on peut commencer à espérer à faire des mielés d'acacia. Ce réchauffement climatique il a entre guillemets des effets positifs, puisque dans les années 70-80 ils faisaient cette mielée, mais que très rarement. Là, moi en tout cas depuis que je suis installé, on peut espérer faire cette mielée au moins 1 an sur 2, quoi. Voilà. Après l'acacia vient la mielée de châtaignier. Donc mielée de châtaignier qui est quand même très intéressante. C'est une mielée qui en plus apporte des pollens dans les ruches, des pollens sains, puisque plante sauvage. Maintenant, il y a des nouvelles choses aussi qui apparaissent sur les plantes sauvages, à savoir, depuis quelque temps, il y a l'apparition du cynips du châtaignier. Donc c'est une micro-guêpe qui vient d'Asie et qui parasite les massifs de châtaigniers français et qui provoque des gales sur les châtaigniers et qui fait donc avorter le bouquet floral. Ce qui veut donc dire que s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de miel, quoi. Et donc là, il y a un plan de lutte qui est en train de se mettre en place. Mais disons que c'est une épine de plus qui vient se planter dans notre pied. Voilà. Donc après la mielée de châtaignier, on peut faire des miels toutes fleurs. Alors, soit on essaie de trouver des zones intéressantes avec des bourronciers, des prairies sauvages naturelles avec du trèfle. Il y en a de moins en moins, mais il en reste encore il reste quelques endroits où on peut en trouver en Anjou. Et puis le sarrasin. Donc le sarrasin, mielé difficile, assez complexe. Il faut bien choisir, suivant le sol où la plante va être cultivée, eh bien elle va mieler ou pas. Donc il y a des paramètres à prendre en compte, suivant la variété aussi. Et puis un effet important aussi, c'est d'éviter d'aller transhumer des ruches sur un sarrasin qui n'est pas bio ou qui a été semé sur des terres qui ont préalablement été ensemencées avec par exemple avec un blé ou un orge gaucho, quoi. Puisque le sarrasin est une plante de surface qui vient pomper en fait tout ce qu'il va trouver en surface, quoi. Une plante à 100 jours. Une plante à 100 jours, comme dit Yves, et du coup, le nectar que va cracher cette plante risque d'être intoxiqué par les néoniques. Donc, il faut privilégier des cultures plutôt issues de l'agriculture biologique. Et puis après, il y a la mielée de tournesol. Alors, la mielée de tournesol, elle est encore possible, dans des proportions beaucoup moindres que ce qu'ils ont pu connaître dans les années 80 et 90. La moyenne cette année oscille entre 8 et 11 kg, alors qu'eux, ils ont connu des 80 kg. Et à savoir que le risque, c'est que derrière, on ramène des colonies en piteux état, quoi. Maintenant, il y a certaines exploitations apicoles, elles n'ont pas le choix, elles sont obligées d'y aller, il faut qu'elles ramènent du miel pour ramener de la trésorerie. Donc elles sont prêtes à sacrifier leurs colonies en les emmenant sur le tournesol. Voilà, donc c'est un peu le coup de poker, mais des fois ça passe, mais des fois ça casse. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup. On va rajouter un petit truc sur le tournesol. Sur la culture du tournesol, autrefois, on a tout connu. On a connu des grandes sécheresses, on a connu des grandes années humides, enfin je parle de l'été, hein. On a vraiment tout connu, et dans tous les cas climatologiques, on produisait du miel. Le climat joue un grand rôle pour l'apiculture, pour la production du miel, surtout des mielés, comme expliquait Fabien, mais avec le tournesol, avant l'arrivée des néoniques, on a vraiment tout connu, et dans tous les cas de figure, ça produisait du miel. Tout le temps. Et donc là, l'arrivée des néoniques, ça a vraiment été le basculement total de ce métier. Voilà, question ? Ouais, on va pouvoir passer au temps de questions. Alors, du coup, il y a Fabien qui va chercher son miel pour on va faire une petite dégustation de son miel juste après, en sortant de la salle. Voilà. Donc il revient dans 2 minutes, et si vous avez des questions pour Yves et Luc Belzins, ils ont tort d'applaudir, c'était du miel aux néonicotinoïdes. Donc, si vous avez des questions, oui, là-bas. Avant le varroa et après, oui. l'effet dépressif du varroa, vous l'avez Si vous voulez, aujourd'hui, dans les pertes, enfin, dans les pertes hivernales, hein, le grand problème de l'apiculture, c'est les pertes hivernales. Donc, avant l'arrivée du varroa, on avait des pertes au niveau de l'hiver qui étaient en dessous de 5%. Bon, on va dire 5%, mais c'était bien en dessous, c'était en dessous de 5%, c'était autour de 2, 3, 4, quoi, suivant les années. Quand le varroa est arrivé, ça n'a pas beaucoup changé. Bon, je ne vais pas mentir, c'est vrai que pour certains, si le varroa a été mal traité ou traité trop tard, parce que il faut savoir que l'évolution des populations de varroa dans la ruche, il faut qu'on démarre, comme maintenant, là, à cette époque-ci de l'année, là, il faut que les rennes ont commencé à pondre, là, aujourd'hui. Donc, l'idéal, c'est de partir avec des populations de varroa le plus bas possible, quoi. Si on part, évidemment, avec des populations très hautes, ça se multiplie d'autant plus vite. Donc, à un moment donné, il y a l'évolution du varroa, c'est une courbe un peu exponentielle, vous voyez. Et quand on arrive dans ce virage-là, ça monte presque à la verticale. Il faut éviter de prendre le virage, quoi. Donc, pour ça, c'est de commencer les traitements très tôt en été. C'est-à-dire, dès que les récoltes de miel de juillet sont finies, donc c'était le cas du tournesol, hein, on récoltait tout début août, et aussitôt qu'on récoltait, au fur et à mesure qu'on récoltait les ruchers, dès les lendemains matin, on allait traiter le varroa dans ces ruchers, parce que les traitements varroa, on les fait sans la présence des hausses, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, moi j'estime ça comme ça, à peu près, pour le déclin des abeilles, 80%, je veux dire, viennent des néoniques. Et dans les autres 20%, on peut attribuer 5% au varroa, 5% à d'autres problèmes, mais voilà, je mettrais ça entre 80 et 85% la problématique du déclin des abeilles due aux néoniques. Et on va mettre 15%, si vous voulez, pour d'autres raisons qui sont là peut-être multifactorielles, comme on se disait tout à l'heure, quoi. Mais le varroa fait partie de dans ces 15%, quoi. Mais personnellement, je n'ai pas constaté en 25 ans de varroa, je n'ai pas perdu de ruche, je veux dire, à cause du varroa. Enfin, non, je n'ai pas constaté. Mais c'est vrai qu'on a toujours fait attention à bien traiter les ruches contre le varroa. Donc aujourd'hui, on a un souci quand même pour les traitements varroa, c'est qu'il nous reste une molécule on va dire, une molécule chimique qui nous reste, c'est tout, parce que les autres molécules, le varroa est résistant. Et donc on essaie de trouver des luttes alternatives. Donc pour lutter contre le varroa, il y a quelques luttes alternatives qui marchent assez bien, comme l'acide oxalique par exemple, ou la pilarifar qui est à base de thymol. Mais par contre, avec les luttes alternatives, il faut faire plusieurs passages, quoi. Donc le travail est beaucoup plus long,
dans le temps, donc ça coûte de l'argent dans le temps, et aussi les produits coûtent très cher. Et de ce côté-là, on est quand même assez abandonné par l'État, je trouve, et je vais profiter que M. Belzin est là pour le dire, aussi un peu par la recherche, je pense. Je trouve que la recherche ne nous aide pas beaucoup dans la lutte contre le varroa. C'est pas nous qui mettons une molécule. Non, mais je sais pas. On n'est pas des chimistes. Non, c'est pas le rôle de l'INRA de mettre des pesticides au point, et ni des molécules vétérinaires au point. Oui, on enfin, peut les tester, mais oui, mais je pensais aux luttes alternatives. Il y a des essais qui sont. Oui, je sais bien, oui, mais ils ne sont pas tous concluants, donc voilà. Enfin, de ce côté-là, je sais pas. Il n'y a pas. Enfin, c'est le ministère de l'Agriculture aussi qui ne fait peut-être pas le nécessaire. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que. Attendez, le nombre de chercheurs étant un nombre assez fini, hein, donc si vous regardez donc, sur l'unité d'Avignon, qui est la principale unité de recherche sur la baie en France, on est, tout compris, en INRA, on est à peu près 35. Là-dessus, vous rajoutez l'ITSAP, qui c'est l'ADAPI, qui est venu s'installer chez nous pour créer ce qu'on appelle un pôle abeille, l'UMT Parade. Compte tenu des problématiques qu'il y a derrière, on est sur tous les fronts. Bon. Soit l'État met des plus de moyens, mais là on est à moyen fini, c'est-à-dire budgétaire, et à moyen personnel fini. Et sur plus de fronts que ce qu'on est, sachant que les gens travaillent 35 heures, oui, mais c'est 35 heures de sommeil. Ah oui, il faut se dire une chose, c'est que la recherche n'est plus financée, vous cherchez vous-même vos financements, sachant très bien que si vous voulez travailler, ben vous travaillez chez vous pour faire le financement, donc les gens sont taqués, là. On ne peut pas aller plus loin. L'INRA n'est pas un développeur de produits chimiques, ni que ce soit en médicaments vétérinaires, ni en produits phytopharmaceutiques. En méthode alternative, on travaille dessus, mais bon, on a même de bras finis, on ne peut pas faire mieux. Hein. Vous avez les problèmes des pesticides, le problème des maladies, le problème de fertilité, ça aussi c'est un problème qui se pose actuellement. La baisse de la fertilité donc des mâles et des reines d'abeilles qui induit une baisse de longévité. Nous on avait des reines, si on se débrouillait sans se casser la tête avant un rucher pas trop entretenu, enfin je veux dire, on regardait juste ce qu'il fallait pour qu'il marche, on peut avoir des reines 4 ans. Maintenant, nous la durée de vie d'une reine c'est 1 an, 2 mois, moyen. 1 an, 2 mois. Voilà. Donc on a un problème de fertilité. Jean-Luc Brunet, mon adjoint, là, qui a développé un programme de travail sur la fertilité chez les mâles d'abeilles et les incidences sur la reine. Ces résultats, donc, il a fallu qu'on mette d'abord une méthode d'élevage des mâles, donc qui est sortie il y a 1 an et demi dans la pédologie. Et cette méthode d'élevage nous a permis de faire 3 types d'études, une étude en plein champ, une étude en conditions semi-contrôlées en tunnel et une étude en laboratoire. Les 3 résultats convergent. On montre que les pesticides, le fipronil et le thiaméthoxam, qui est le petit frère de l'imidacloprid, le cochon, induisent des baisses de fertilité chez les mâles. Et on va plus loin. Les abeilles, des reines qui n'ont jamais vu un pesticide de leur vie, voient leur vie, leur longévité diminuer parce qu'elles ont été fécondées par des mâles qui ont subi un traitement par les pesticides. Donc des reines qui n'ont jamais vu un pesticide de leur vie. Voilà. Donc on est sur tous les fronts, on ne peut pas faire plus. Hein. Maintenant, s'il faut une initiale, l'INRA, mettre des moyens, et des moyens du personnel surtout. Hein. On n'a que 2 bras. Alors par contre, sur la part moi, je dis il faut faire attention quand on dit que les néonicotinoïdes sont responsables de 80% du déclin des abeilles. D'abord, ce chiffre, on n'a pas réussi à le chiffrer. Hein. On a produit toute une étude donc, avec la Task Force qui a produit quand même plusieurs publications sur le sujet, sur tous les néonicotinoïdes, presque 1 millier de publications qui ont été rapportées dans ces revues, et notamment sur les effets, le métabolisme, le devenir, sur les abeilles et autres espèces. J'ai dit attention, quand vous dites que les néonicotinoïdes sont responsables du déclin des abeilles, on risque de se tirer une balle dans le pied. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous faites un moratoire, donc, pendant lequel on supprime l'utilisation des néonicotinoïdes, et vous ne voyez rien pour différentes raisons que je vais expliquer après, l'industrie chimique va dire, voilà, écoutez, vous avez fait le coup une fois, vous avez pas fait le coup 2 fois, on vous a interdit pendant 4 ans les pesticides, on n'a pas vu de production de miel augmentée, on n'a pas vu de déclin diminuer. Pourquoi on a des chances de rien voir? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'actuellement, tout le monde se focalise sur les néonicotinoïdes et on laisse de côté les molécules qui sont d'une toxicité infâme, les pyréthrinoïdes. Ça fait 30 ans qu'on dit que ces pyréthrinoïdes sont des molécules infâmes, y compris pour la santé humaine. Ce sont tous des perturbateurs endocriniens qui détruisent les spermatogonies, qui empêchent la formation des spermatozoïdes, entre autres. Donc ils sont tous sur la sellette actuellement. Chez l'abeille, ils continuent de produire des toxicités qui déciment les ruches. Et les effets qu'on avait dans les années 80, on les voit toujours.
De plus, vous avez des molécules qui ont une faible toxicité aiguë, mais en termes de toxicité chronique, on s'aperçoit qu'il y a des effets fondamentaux, c'est les fongicides. Et eux, ils sont librement dispersés sur les cultures en fleurs. C'est-à-dire, le nectar est contaminé, le pollen est contaminé. Sachant que ces fongicides viennent détruire la microflore qui permet de maturer le pollen en pain d'abeille. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement une complémentation alimentaire. Quand vous avez du pollen qui n'a pas tous les nutriments nécessaires, les levures et les champignons viennent maturer ce pollen et le fabriquer, on peut le transformer en pain d'abeille. Et elles apportent des nutriments qui n'existaient pas dans le pollen. Et ces fongicides ici tuent la microflore qui fabrique ce pain d'abeille. Ça, c'est pas pris en compte. Ensuite, si vous dites que c'est les néonicotinoïdes qui sont responsables de tout, et qu'on a négligé tout ça, même si par exemple, vous supprimez les effets des néonicotinoïdes en enrobage de semences, la plupart sont utilisés en pulvérisation aussi. Le thiaméthoxam, qui est interdit, est utilisé dans le flagship pro pour faire une pulvérisation par exemple. Donc ça veut dire que ces molécules sont aussi utilisées. Alors, si vous baissez de 100% le phénomène qui est lié au traitement de semences, et que ce phénomène ne représente pas la majorité du phénomène, pour voir une incidence globale sur le déclin des abeilles, à mon avis, on risque de passer à côté. Et là, même si vous avez baissé, et l'effet des néonicotinoïdes sont vraiment là, on ne peut pas les nier, hein, même si vous baissez de 100% sur un phénomène qui fait partie d'un ensemble de phénomènes, qui sont de même nature, hein, des pesticides, eh bien, vous ne verrez au final pas grand-chose. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez une variabilité de ce phénomène d'une année à l'année. Et ce phénomène, il y a les fongicides, d'autres pesticides qui entrent en ligne de compte. Et ces mêmes pesticides sont utilisés avec d'autres usages, alors qu'ils sont interdits sur certains. Et au bout du compte, on va vous dire, ben, vous voyez, on n'a rien vu, donc vous allez rencontrer des fariboles, et le produit, on va les remettre en circulation. Ce qui risque de nous arriver. Et dans pas longtemps, on va vous dire, oui, mais j'ai le suivant, les petits frères de l'imidacopril, l'acétamiprid, le thiaclopride, le dinotéfuran, etc., qui arrivent, et ils sont aussi toxiques. On va dire, oui, écoutez, vous avez fait le coup une fois, faites pas deux fois. Il faut faire attention, voilà, parce que on le constate, hein, c'est vrai que ces molécules sont des cochonneries. Nous, c'est la molécule, pour le toxicologue, idéale, qui présente des caractéristiques toxicologiques qu'on n'avait jamais observées avec une seule molécule. Plus vous augmentez la dose, plus la toxicité est retardée, par exemple. Alors que d'habitude, c'est l'inverse, plus vous augmentez la dose, plus la toxicité arrive. Avec l'ensemble des molécules qu'on a sur le marché, surtout les neurotoxiques, on va dire entre 10 et 20 heures, on a l'effet maximum. Avec les néonicotinoïdes, la mortalité évolue sur plus de 100 heures. Vous avez des relais métaboliques. La molécule est dégradée dans l'abeille, la toxicité baisse dans un premier temps, apparition des métabolites toxiques, qui eux sont présents pendant plus de 100 heures, ils viennent prendre le relais de la toxicité. On n'avait jamais vu ça. Vous avez des molécules où, en intoxication chronique, elles sont aussi toxiques qu'en intoxication aiguë, mais par contre, les doses qui sont mises en jeu sont 100 000 fois inférieures. Ça ne se voyait pas. Donc on est là, avec ces molécules, on n'est pas protégé par faible dose. Vous avez en intoxication aiguë 2 métabolites toxiques, en intoxication chronique, l'ensemble des métabolites est toxique. Mais il y a des doses 100 000 fois inférieures. Vous voyez, donc pour le toxicologue, c'est la molécule rêvée, mais pour l'apiculture, c'est la molécule à abattre. Voilà. Bon, alors c'est pour ça qu'il faut faire attention, quoi, parce que on dit que les effets sont là, c'est certain. On dire qu'ils participent à cette majorité, enfin, des effets avec un pourcentage. Honnêtement, moi, je n'arrive pas à quantifier. Hein. On a essayé de se mettre dessus. Très difficile de quantifier la proportion. Mais il faut faire attention parce qu'en retour, on risque d'avoir l'industrie derrière qui venait nous dire, bon, vous voyez, les effets, ben, on a supprimé une molécule et on a toujours un phénomène de déclin d'abeille. Voilà. C'est un petit peu ça qu'il faut faire. Voilà. Il faut faire attention, pas se tirer une balle dans le pied au futur. Moi, je voudrais me permettre une petite remarque par rapport au varroa, si possible. Vous avez l'air de dire que c'est très négligeable, et en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que moi, je pense que c'est une chance. En fait, mes parents sont apiculteurs, et je pense que le varroa fait plus de 15% de mortalité quand il n'est pas traité. Sauf que la différence, contrairement aux pesticides, c'est qu'on le voit après l'hivernation. On a beaucoup de pertes en hiver, et vous dites que vous avez traité, et ça... moi, je pense que c'est non négligeable. Et en fait, j'ai la chance d'avoir mon père qui est passé en bio et qui se voit obligé de repasser en conventionnel. Il voit très clairement la différence entre les traitements, enfin les ruches traitées sur le conventionnel et sur le bio. Le bio, c'est beaucoup moins de traitement, beaucoup moins actif.
il y a quand même beaucoup plus de pertes. La première année, c'était presque à 50% de pertes. Donc c'était pour dire que je ne suis pas du tout contre les traitements contre le varroa, mais que je pense qu'il y a plus que 15% de pertes quand c'est pas traité. Moi, à titre personnel, je n'ai pas perdu, enfin j'ai peut-être perdu quelques ruches qui se sont vraiment affaiblies à cause du varroa, mais je n'ai pas non, de souvenir d'avoir vraiment perdu des ruches à cause du varroa. Sans traitement? Ah non, non, mais avec traitement. Moi, mais voilà, traite. Mais c'est ce que je veux dire. Vous estimez à 15% avec traitement, mais moi je pense que... Non, mais j'ai dit je parlais d'une façon globale sur la France. Enfin, je veux dire, moi personnellement, que je perds pas de ruches à cause du varroa. Oui, mais parce que vous traitez. Donc, oui, ça veut dire que si vous ne traitez pas, il y a bien une ampleur qui est... Ah, mais à ce moment-là, si je ne traitais pas, j'aurais plus de 15%. Voilà, c'était sur ça. Ah non, non, mais c'est évidemment, c'était pour cibler sur 100% des pertes. Vous savez, dans les années 2000, entre 2000 et 2010, il y avait des pertes qui étaient de l'ordre de 25-30%. Il y avait même des chiffres qui allaient au-delà de 30% sur la France en perte d'hivernage, quoi. Donc dans ces chiffres-là, le varroa, les pertes du varroa, et il y en avait certainement, il y a certainement un pourcentage qui était lié au varroa, quoi. Parce que bon, après il y a les apiculteurs, comment les apiculteurs traitent aussi. Ça c'est très complexe. Hein. Si je me suis permis de dire ça à M. Belzins tout à l'heure, parce que je trouve que quelque part, c'est un petit peu... on n'a pas de protocole, il n'y a pas vraiment de protocole. Chacun se débrouille un peu pour les traitements varroa. Il y a des protocoles mais chacun fait ce qu'il veut de son côté. Chacun fait un peu ce qu'il veut de son côté. On a tout connu. Les langes qui sont faits avec de la serpillère découpée, de la plaquette de cagette imbibée, les gens qui pulvérisent comme ça. Quand j'ai commencé mon apiculture en 85, c'était, on utilise le carton, vous mettez donc à base de fluorinate qui servait à traiter les amandiers entre autres, vous mettez 20 ml dans 10 litres d'eau et vous preniez, je crois à l'époque c'était 100 ml, vous pulvérisez de mes ruches. Moi j'ai fait, donc j'avais 15 ruches, je commençais petit, j'ai fait traiter 5 ruches, et 5 ruches que j'ai traitées sont mortes dans les 15 jours. Voilà. Donc le traitement, vous voyez, qui n'était pas adapté. Donc du coup, moi j'avais pris, mais j'étais un petit apiculteur amateur, c'était pour ma production de miel. J'ai fait en moyenne entre 13, 15 ruches, je suis monté à 20 ruches un peu. Je n'ai jamais traité, parce que j'ai refusé de traiter. Je me dis, comme ma haie composite que j'ai faite, tout le monde dit qu'il faut traiter contre l'araignée rouge. Je me dis, si il doit mourir, il meurt, et ce qui ne mourra pas, ça sera résistant. J'avais du varroa, je le sais, parce que je voyais mes ruches. De temps en temps, je voyais des abeilles avec un varroa sur le dard, je voyais des abeilles avec des ailes déformées qui marchaient dans ma cour. Mais j'ai toujours fait des 16. Moi, en statique, ça m'en occupait trop. Je faisais 40-45 kg de miel. Voilà. Bon, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Hein. Ce qui marche à mon échelon ne marcherait peut-être pas à l'échelon de l'exploitation. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, varroa a introduit quand même. Alors, on a dit une césure. Le varroa, c'est vrai qu'il a introduit aussi des agents pathogènes quand même dans la ruche. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dès qu'on a des abeilles, contre le varroa, il est beaucoup plus complexe qu'on pense. Vous avez des cas où vous avez des ruches avec des mortalités autour. Vous avez des cas où vous n'avez plus une abeille dedans, avec une ruche qui est complètement dégueulasse. C'est-à-dire, la ruche est dégradée. C'est-à-dire, les abeilles n'ont pas fait leur travail au cours du temps, et la ruche a décliné. Vous avez des ruches où vous avez toutes les réserves de miel, de pollen, la ruche est hyper propre, et il n'y a plus une abeille dedans. Il y a des ruches comme ça, dont la population a disparu en 7 à 10 jours. Et là, ce n'est pas une maladie, je peux vous le garantir. Et on a donc des cas d'affaiblissement avec mortalité, des cas sans mortalité, des cas avec des ruches propres, des cas avec des ruches qui ne le sont pas, des cas avec des réserves, des cas sans réserve. Et je doute qu'à chaque fois, on ait le même phénomène. Hein. Je doute. Hein. Moi, sur un continent comme les États-Unis, je doute que d'est en ouest, vu on ait le même phénomène qui soit responsable de tout à chaque fois. Donc, il y a des variantes. On le sait que dans quelques cas, il y a eu des cas, c'est les maladies. On sait que ces pesticides, ça, de façon récurrente, les pesticides, hein, on les retrouve. En montagne, actuellement, on a un problème. Avant, la montagne, c'était une zone refuge pour nous. On mettait les abeilles en montagne, et c'est là où on avait moins de mortalité. Maintenant, vous la mettez en montagne. Lucie, qui était notre ancienne apicultrice, qui est allée maintenant, a été recrutée à l'université de Toulouse, qui est l'apicultrice de l'université, a mis la moitié de son cheptel à la montagne, elle a tout perdu. Voilà. Bon. Donc, et vous allez dans les Pyrénées, on a des catastrophes, et notamment près des zones d'élevage. Mais là aussi, c'est pas très clair, parce que quand on se penche sur le problème, on s'aperçoit que c'est pas aussi tranché que ça. Donc, les problèmes sont beaucoup plus complexes. Les néonicotinoïdes
participent au problème, ça c'est sûr, on le sait. Pour nous, c'est les cochonneries. Mais il y en a d'autres cochonneries derrière, hein, je peux vous garantir. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser les autres sources, parce qu'on risque d'interdire des molécules, ce qui pourrait être bien pour l'humanité, mais on n'aura pas pour autant éliminé la totalité du problème. Voilà. Et les problèmes de fertilité sont des problèmes très très importants. Comment ça se fait que certaines molécules, et nous faisons baisser la fertilité, les comportements des abeilles, c'est qui m'a parlé du fipronil qui était les... Ouais. Nous, j'ai un film ici. Hein. Le fipronil, on a fait des études, on a voulu voir vraiment ce qui se passait avec le fipronil. On les a mis en conditions semi-contrôlées dans des tunnels. Source de nourriture abondante, 2 ruches. Au bout de 3 jours, quelle que soit la concentration, donc une concentration de 10 microgrammes à 10 nanogrammes par litre, donc un facteur 1000, au bout de 3 jours, sur la plus forte concentration, les abeilles commençaient à se manger le nez. Mais comme dire, je ne sais pas juste se friter. Elles venaient pour se couper l'aile, l'antenne, se décapiter, s'arracher la patte. Et ce n'est pas les abeilles qui étaient sur place qui venaient se battre. Celles qui arrivaient venaient exprès pour les battre les autres. Avec la dose inférieure, on a constaté même chose, mais un décalage de 3 jours. Et la dose inférieure, encore un décalage de 3 jours. On a eu le même phénomène, mais décalé dans le temps. Et au bout de 10 jours, eh bien, on a commencé à avoir une apathie. Plus une abeille sortait des ruches. Voilà. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? C'est les abeilles de la ruche 1 qui viennent tabasser les abeilles de la ruche 2. On a enlevé une des 2 ruches, et on s'est aperçu que ces abeilles de la même ruche venaient se battre. Ce qu'on n'observe jamais dans la réalité.